Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Une erreur de jugement. Jean-François Lisée. Dès qu'il l'a frappé, il s'est rendu compte que ça passait pas. C'est un petit peu mou, la réaction. Marie Montpetit. L'émotion en politique, c'est quelque chose qui guide très mal. La rencontre, Lisée, Montpetit. Mon cerveau va exploser. Ah ben là, si vous en voulez pas, on le fera pas. Jean-François, Vincent Marissal qui a donné une jambette à Gabriel Nadeau-Dubois, qu'est-ce que tu en penses? Il faudrait regarder l'ensemble de la déclaration. Il a dit qu'il appuyait le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois, mais qu'il y avait des choses à changer et que GND savait qu'il y avait des choses à changer. Alors, je ne pense pas qu'il a voulu faire de l'ombre à GND, mais il fait partie de cette discussion générale. Quel changement doit-il avoir lieu? De quoi parle-t-on exactement? Les deux femmes dont Émilise Desaint-Terrien ont-elles raison de se plaindre? On a entendu Christine Labrie, la députée de Sherbrooke, qui était aussi candidate à la direction, au co-porte-parole, faire une défense assez forte de la place des femmes au sein de QS, du fait qu'elle considérait que GND lui avait donné de la place à elle, lui avait donné des cours de livre, disait, comme à nos passé d'ailleurs, qu'Émilien donne plus de temps. Oh ben attends, je vais parler à Marie un peu, petit problème de connexion. Marie, qu'est-ce que tu en penses de la jambette? Parce que Vincent Marissal dit Gabriel Nadeau-Dubois doit changer son style de leadership. Quel est le problème avec le style de leadership de GND? Ben, c'est ce qu'on ne sait pas dans la déclaration qui est faite par Vincent Marissal. J'ai trouvé ça assez, je sais pas, il n'y a peut-être pas eu le mémo ou les lignes de presse, d'après moi, qui ont été circulées au reste du caucus, parce que, tu sais, il faut comprendre qu'hier, Richard, l'Assemblée siégeait, Gabriel Nadeau-Dubois était pas présent, hein. Les journalistes l'attendaient pour avoir sa déclaration, puis il était pas présent, justement, parce que peut-être en réflexion, en questionnement, apparemment, ça l'a beaucoup ébranlé ce qui s'est passé. Il va faire une déclaration aujourd'hui, cet après-midi, mais il y a quelque chose de particulier à voir Vincent Marissal, effectivement, aller dire, il faut que Gabriel change quelque chose, mais je sais pas quoi, tu sais. Faut que ça change, mais on sait pas vers où. Je trouve que c'est comme s'il se promenait un peu avec son jerrycan en plein feu de feu. Tu sais, je veux dire, la crise est prise, visiblement, là, au sein de QS, mais est-ce que c'est pas un contexte où, justement, tu devrais resserrer les coudes, faire preuve de solidarité, dire on aura des discussions à l'interne là-dessus? Là, c'est comme s'il avait fait une jambette un peu à Gabriel Nadeau-Dubois sans vraiment non plus aller jusqu'au fond de sa pensée. Parce qu'on sait toujours pas ce qui s'est passé, là, tu sais. Ben c'est ça, Jean-François, ça s'appelle laver son linge sale en public plutôt que le faire en famille, non? Mm-hmm. Ben oui. Alors donc, au moins, il nie pas qu'il y a une crise. Sont habitués, parce que... hein, donc je pense qu'il peut témoigner davantage que moi comme libéral. Écoute, membre du gouvernement Couillard, vous en avez connu quelques-unes, puis des crises de caucus aussi, mais quoi qu'il en soit... Ah oui, mais on gardait ça à l'interne, on essayait de laver notre linge sale à l'interne, on essayait de moins faire ça. C'est que je trouve, j'ai regardé la scène hier, j'ai l'impression que je te redonne la parole, mais je voyais les journalistes, tu sais, courir après les députés de Québec solidaire, puis ça me rappelait certaines époques du Parti québécois où justement il y avait des crises comme ça, puis il y avait des commentaires qui se faisaient à l'emporte-pièce par des députés contre d'autres députés dans les couloirs, là. Tout à fait. Oui, c'est arrivé, c'est tout à fait vrai. Mais donc, dans une situation comme celle-là, oui, c'est une réaction de serrer les rangs puis dire... la pire chose, c'est de dire que tout va bien. Tout le monde voit bien que tout ne va pas bien. Tout le monde voit bien qu'il y a une crise. Donc, il faut un vrai problème. Ça, GND l'a admis dès le premier jour. C'est bien. Ensuite, on va faire les correctifs nécessaires. Une posture, c'est de dire, écoutez, on va régler ça à l'interne. Ouais, mais c'est parce qu'Émilise Desaint-Terrien, elle n'a pas réglé ça à l'interne. Elle a publié une longue lettre où elle pointe GND et son entourage. Alors, d'abord, moi, j'estime que le degré de difficulté de prendre ou ne pas prendre la parole dans une situation comme ça est très élevé. Et la propension de la plupart des Québécois bien élevée, c'est de parler puis d'expliquer ce qui se passe, donner leur opinion là-dessus. Puis moi, je veux surtout pas les inhiber dans ce.
Alors donc, on a une discussion ouverte sur la crise à l'intérieur de Québec solidaire, semi-ouverte, je vais dire semi-ouverte, parce que j'ai trouvé que Christian Labrie est allé assez loin hier, puis même on a appris, parce que dans la phrase du texte de Laissant-Terrien, je me suis fait gronder de terre. Alors on a appris, grâce à Alexandre Leduc, le député de Maisonneuve et leader parlementaire, que à chaque fois que les solidaires font une apparition de presse, ensuite ils ont des notes de leur direction des Petit problème de communication aussi. Marie, c'est qu'il y a une crise. On sait qu'il y a une crise. On ne sait pas trop c'est quoi la nature de la crise. Puis même Émilise Laissant-Terrien, dans sa lettre, c'est une lettre qui était très poétique, qui était très bien écrite, puis tout ça. Puis elle disait, je suis comme une petite fleur et le gel, et etc. Bon, plein de belles images. Mais on ne savait pas trop c'était quoi le fond du problème, là, quand même, le reste. J'ai pas trouvé ça si poétique que ça, Richard. Moi, j'ai trouvé ça dur comme lettre, là. Vraiment, vraiment dur. Où elle dit, en 5 mois, je me suis retrouvée épuisée émotionnellement, psychologiquement, physiquement. On m'a culpabilisée, on m'a invalidée. Il a fallu que je mette un genou à terre. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'elle faisait un constat très, très, très dur. Moi, ce qui me questionne dans cette façon de faire-là aussi, c'est tu sais, il faut toujours que tu penses, en tout cas, c'est la loyauté envers le parti qui me questionne. Là, je comprends qu'elle a voulu, elle a pas été capable de, tu sais, elle dit, j'ai essayé de faire rentrer de l'air frais dans la maison, puis d'amener mes idées, puis ça a pas fonctionné. Là, de toute évidence, elle a pas été capable de trouver sa place. Est-ce qu'elle s'est donné le temps de la trouver? Tu sais, moi, j'étais sensible aussi à la réponse de Gabriel Nadeau-Dubois où il dit, écoutez, là, c'est la première fois qu'on se retrouve dans une dynamique comme ça, où on a un co-porte-parole, donc Émilise Lassartérien, qui ne siège pas à l'Assemblée nationale. Ça va vite les journées à l'Assemblée nationale. Tu sais, des fois, tu t'organises un point de presse, tu sais, entre deux rencontres, dans le couloir de la période de questions, en allant à une commission parlementaire. Là, cette dynamique-là était pas là. Donc, je peux comprendre qu'Émilise Lassartérien s'est peut-être retrouvée aussi, tu sais, exclue, mais pas volontairement, juste par la dynamique, puis qu'il y avait une volonté, ou en tout cas essayer de mettre ça en place, mais elle a fait... En tout cas, il faudra voir à court puis à moyen terme si cette sortie-là qu'elle a fait aura aidé ou aura nui à Québec solidaire. Parce que ça peut, tu sais, peut-être que ça va permettre de crever un abcès, mais en ce moment, ça fait très mal à Québec solidaire. Elle fait mal à son propre... Un extrait de sa prose, le poétique, comme un gel tardif sur des fleurs fraîchement écloses. Mon enthousiasme naturel s'est vite flétri. Bon, c'est bien écrit. Baudelaire. Jean-François, est-ce que tu la verrais, toi, au PQ comme Mario Dumont l'écrit? Oui, j'ai vu ça. Donc, Mario, ce matin, dans le Journal de Montréal, d'abord, il note l'élégance avec laquelle, à la fois, Paul Saint-Pierre Plamondon et Mégane Perry-Melançon ont réagi sur X au départ d'Émilise. C'est vrai que c'était un peu plus que la simple politesse. Il a semblé en décoder, disons, les premières étapes de ce qui pourrait devenir un appel du pied. Franchement, je ne le sais pas. Je sais que justement l'immense caucus du Parti québécois va se réunir à Rouyn-Noranda, donc en terre de l'Essart-Terrien bientôt. Moi, on me chuchote qu'il y a plusieurs très bons candidats péquistes qui sont sur les rangs pour l'Abitibi-Témiscamingue et donc que ce serait peut-être pas la bonne décision stratégique de prendre l'Essart-Terrien. Mais écoutez, en politique, tout arrive. C'est quelqu'un qui a une vraie qualité politique. Elle a gagné une course au co-porte-parole, mais maintenant, il semble que sa capacité à bien intégrer une équipe et sa patience avant de jeter la serviette est peut-être pas aussi longue que ce que nécessiterait une greffe avec le Parti québécois. Je vais juste déposer ça ici comme ça. C'est de la poésie, ça aussi. Et Marie, pourquoi un parti qui est en haut des sondages irait récupérer quelqu'un dans un parti qui est à 10 %? Ben, moi, je trouvais que c'était une hypothèse fort intéressante de la part de Mario Dumont. Pourquoi? Parce que en politique, ce que tu essaies de faire dans un contexte électoral, c'est d'aller chercher tous les points que tu peux aller chercher. Tu sais. Puis, en termes de stratégie, c'est pas inintéressant
d'aller chercher un candidat d'un de tes adversaires. Québec solidaire demeure un des adversaires du Parti québécois, puis on ne sait pas comment ça va évoluer non plus dans les 2 prochaines années et demie. Là, il y a de l'eau qui peut couler sous les ponts si on veut rester en poésie, Richard, d'ici la prochaine élection. Donc, ce serait pas inintéressant d'aller voler, je vais dire comme ça, un candidat insatisfait qui deviendrait vocal aussi, qui a de l'information, qui est capable de visiblement d'appuyer où ça fait mal, de critiquer le chef de Québec solidaire. Donc, il y a quelque chose. Puis, tu sais, il faut pas perdre de vue qu'Émilie Le Sartérien, dans sa course au co-porte-parole aussi, on la donnait, j'ai pas entendu, je pense, d'analyste qui la donnait gagnante. Hein. On la mettait même 3e. Et finalement, écoute, elle a surpris tout le monde. Donc, elle a visiblement aussi une capacité d'organisation, tu sais, pas juste de rallier là dans son message. Puis, elle parle des souverainetés. Donc, elle a aussi un message qui est très concordant avec le Parti québécois sur la question des terres agricoles. Je pense qu'ils se rejoignent sur différents dossiers. Tu veux ajouter quelque chose, Jean-François? Oui, alors on sait que PSPP récemment a eu la question, est-ce que il pourrait y avoir d'anciens députés caquistes qui seraient candidats du Parti québécois aux prochaines élections? Il a dit, en aucun cas. En aucun cas. Il n'y aura aucun transfuge, on n'acceptera personne qui vient de la CAQ. Hein, il n'a pas dit ça au sujet de QS, mais la question n'avait pas été posée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, dans un corridor, est-ce que vous mettez le haut là à toute possibilité de transfuge ou d'arriver au PQ de quelqu'un de QS? Ça serait intéressant de l'entendre là-dessus. Marie, Bernard Drinville contre les toilettes mixtes. Je ne sais pas ce qu'on entend par toilette mixte, parce qu'ici à Cube Radio, il y a une toilette, OK? Il y a une toilette. Quand un gars va dans la toilette, c'est une toilette pour homme, puis il sort, puis la femme rentre dans la toilette, puis elle ferme la porte, c'est une toilette pour femme. C'est ça, une toilette mixte? C'est une toilette qui est utilisée par qui veut aller aux toilettes? Il est contre les toilettes mixtes? Moi, c'est ce que j'en comprends. Là. Donc là, on comprend qu'il y a Bernard Drinville interdit ça dans les nouvelles constructions. Rappelons-nous sur, comment il avait appelé ça, sur la base de sa propre expertise en intimité. Tu sais, parce que moi, c'est toujours la question que je me demande quand tu as ce genre de directive-là ou de recommandations-là. Tu sais, ça se base sur quoi? Je suis ni pour ni contre, là, bien au contraire, là, mais donc finalement, c'est tu sais, c'est lui qui était opposé à ça. Ça va à l'encontre des recommandations qui avaient été faites par son propre ministère. Moi, écoute, tu sais, je vais donner un cas factuel, Richard. Ma fille est allée à l'école primaire et à l'école secondaire où elle est présentement. Dans les 2 cas, ça a été des écoles mixtes, c'est-à-dire une grande, comment je peux dire ça, une grande salle de bain avec des lavabos et toutes des petites portes fermées. Puis elle m'avait expliqué, c'était drôle parce que les enfants font eux-mêmes une espèce de gestion de tout ça. Puis j'avais dit, vous avez tu sais, je peux être en 2e année primaire, mettons en 8 ou en 9 ans. Puis elle m'avait dit, ouais, les garçons, ils utilisent plus les 5 du fond, puis nous, on utilise plus les 5 premières parce qu'ils sont plus propres, les toilettes. Mais tu sais, il y avait comme aucun enjeu d'intimité. Puis encore là, au secondaire, c'est la même chose. Donc, en tout cas, je trouve qu'on fait tout un plat de cet enjeu-là, puis sans jamais aller poser. Encore là, moi, je veux dire, je me rappelle les propos de Bernard Drinville là-dessus sur l'intimité d'une jeune fille qui est sérieux. On parle jamais aux ados, on leur demande jamais leur avis là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? De toi qui as l'expertise de l'intimité, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai l'expertise de l'intimité, puis j'ai 4 filles, et un garçon. Alors, à Toronto, il y a une école flambant neuve, la Jean Lum, qui a introduit l'an dernier le concept des toilettes mixtes, comme Marie les décrit. La disparition des urinoirs a provoqué une surprenante augmentation d'urine sur le siège des toilettes. Une mère rapporte que, selon sa fille de première année, il s'agit d'un concours entre garçons pour savoir lequel pourra faire tenir le plus d'urine sur le siège, notamment pour forcer ainsi les filles à venir à l'école avec des lingettes. Je trouve ça drôle. Un père affirme qu'un garçon a montré son zizi à sa fille non consentante. Quant à l'inclusion, un problème religieux se pose. Les fillettes voilées à l'école doivent pratiquer le wudu, une purification avec de l'eau avant la prière, mais cela nécessite de retirer leur voile, ce qu'elles ne peuvent faire devant des garçons dans des lavabos mixtes. Bienvenue ici au point de rupture de l'intersectionnalité. Ouais, mais tu donnes des exemples de Toronto, Jean-François. Donc, ça rejoint mon questionnement sur quel exemple, sur quelle recension de données on a fait. Tu sais, moi, j'entendais à l'automne, ça n'existe pas des toilettes mixtes au Québec dans les écoles.
Ben oui, ça existe. Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a des problèmes? En tout cas, moi, ce que j'en ai vu, non. Mais ceci dit, écoute, au moins la directive sera claire, on pourra peut-être fermer ce débat, mais encore là, je me questionne sur quoi repose cette décision-là, si hormis l'opposition même idéologique du ministre. Moi, je pense que ton exemple de propreté de ta fille nous indique ça aussi. Je veux dire, on décide de retirer à 50% de la population étudiante les urinoirs. C'est une décision. A-t-on demandé aux garçons si ça les dérangeait qu'on enlève les urinoirs? Pense pas, moi. C'est commode, les urinoirs. Tu le sais pas, toi, Marie, mais nous autres, on le sait, c'est très commode. Ah, mais Jean-François, les cas dont je te parle, c'est des écoles qui ont été construites en 1945, 50, 60, 70, je sais pas, il y a plein d'écoles, là, je te dis Montréal parce que c'est ce que je connais, puis j'avais posé des questions à des gens du centre de service. C'est des écoles qui sont là depuis 50, 60, 80 ans, qui ont toujours été comme ça. Il y a jamais eu d'urinoir dans ces toilettes-là. Ça a toujours été, mon école, moi, primaire de mon petit village quand j'étais jeune était comme ça aussi. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est particulier. Moi, j'ai toujours vu des écoles, puis les écoles de tous mes enfants ont toujours eu des toilettes pour garçons et pour filles. Et comme père de filles, il me semble, c'est juste mon expérience, que à la puberté, quand tu vas te maquiller, quand tu jases avec les filles, la toilette des filles est un lieu de rassemblement. Puis on sait aussi que les statistiques d'agression sexuelle, c'est massivement chez les garçons de 12-17 ans qui font des agressions sexuelles. Alors, est-ce que c'est bien prudent à l'école secondaire d'obliger les filles à être avec les garçons dans les toilettes mixtes? Moi, je ne pense pas. Ben donc, d'où je repose ma question. J'espère que le ministre a des données. C'est juste ça. Comme je te dis, je suis ni pour ni contre. T'sais. Ce que je vois, c'est que les modèles que j'ai vus ont l'air de fonctionner. Puis on a un ministre finalement qui semble donner une directive sur la base de son ressenti, voilà. Effectivement. Jean-François, ce que tu nous lisais tantôt, c'est une partie de ton blog, c'est ça? Oui, c'est sur... ça s'appelle un genre de déni. C'est sur mon blog jflisé.org. Je vais l'épingler en haut sur ceux qui veulent le lire. OK. Et d'ailleurs, il y a ton texte aujourd'hui dans Le Devoir. Qui est plus souverain au Québec? Est-ce que c'est notre Assemblée nationale ou ce sont les tribunaux fédéraux? Excellent texte. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Merci. Bonne journée. Salut. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille à la recherche. Flavie Boivin-Côté, merci beaucoup. La mise en onde, la réalisation, Jean-François Roy. Il y a aussi Jean-Philippe Leroux. On se reparle. Il y a Jessica et Max, bien sûr, à la mise en ligne. On se reparle au prochain épisode.